nous embarquons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les peuples autochtones et la terre, les eaux, les ressources et l'agriculture. Nous leur exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à chacun de continuer à en apprendre plus sur les peuples autochtones de ces régions, de considérer l'histoire et le colonialisme actuel sur ces terres et de réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à la réconciliation. Bienvenue tout le monde à notre prochain arrêt de la saison 4 de la grande tournée des fermes canadiennes. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui des gens de partout au Canada. Je m'appelle Mercedes Unwin d'Agriculture en classe Canada et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Avant de commencer, voici quelques rappels. Pour suivre en français, veuillez utiliser le lien Boostlingo fourni dans le chat ou la description pour accéder au service d'interprétation. Nous vous demandons de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un événement éducatif et que les comportements inappropriés dans le chat, comme les pourriels et les commentaires déplacés, ne seront pas tolérés. Tout au long de la visite, nous vous invitons à poser vos questions dans le chat. Nous répondrons au plus de questions possibles. Le mot mystère pour vos cahiers d'activité apparaîtra à la fin de cet épisode. Restez avec nous pour le découvrir. Des réponses importantes pour le cahier d'activité des élèves, comme l'arbre provincial et la signification des armoiries provinciales, seront partagées pendant la pause. Enfin, nous aimerions savoir d'où vous vous joignez à nous. Indiquez-nous votre école et votre lieu de résidence dans le chat. Nous aimerions maintenant souhaiter la bienvenue à nos prochains hôtes de la grande tournée des fermes canadiennes, Kenny, qui cultive en serre des pommiers dans les territoires du Nord-Ouest. Il se trouve dans la communauté d'Inuvik, qui est la serre commerciale et communautaire la plus au nord du Canada et qui fournit des aliments durables aux personnes qui vivent dans le nord du cercle polaire arctique. Kenny est également accompagné de Janet, directrice exécutive de la Territorial Agri-Food Association, une organisation qui se consacre à la promotion et au soutien et à la défense d'une agriculture et une industrie alimentaire durable et compétitive dans les territoires du Nord-Ouest. Alors, c'est bon de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je me demandais si vous pouviez nous en dire plus sur vous-même. Commençons avec Kenny. Bien sûr. Alors, j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi dans les territoires du Nord-Ouest. Je fais des serres depuis environ 6 ans. J'ai commencé environ vers 2016, après quelques années de voyage, mais pour la plus grande partie, je suis d'ici. C'est bien de vous avoir avec nous, Kenny. Alors, Janet, pouvez-vous nous parler de vous et de l'agriculture dans le Nord? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Jeannette. Hmm, J'ai étudié le côté des affaires de l'agriculture et j'aide les fermiers à en obtenir plus de leur culture, de les aider à utiliser la technologie et l'innovation pour augmenter leurs résultats et faire de l'expérience de nouvelles idées. Je suis ici dans le territoire Dragies, où l'agriculture est un peu différente ici de ce que vous avez déjà vu. Alors, lorsqu'on réfléchit au territoire du Nord-Ouest et à l'Arctique, à quoi pensons-nous? Pensons-nous peut-être aux ours polaires, à la neige, à beaucoup de neige, à du vent même? Alors, nous avons tous ces éléments. On n'a pas de pingouins, par exemple. Nous avons le froid, il y a l'absence de soleil, il y a les ours solaires, mais il y a également les mêmes types de cultures que vous pouvez voir dans d'autres parties du Canada. Elles sont tout simplement cultivées de manière différente. Nous avons des tomates, nous avons également des exploitations d'aubergines. Ce que nous faisons
Et nous ne cultivons pas ces éléments seulement quand la température le permet. Alors, surtout lorsque il fait noir pendant 24 heures ou là, quand il fait -30, -40, et même où est-ce que Kenny se trouve, ça peut descendre jusqu'à -50. Alors, notre approche doit être un peu différente. Et je crois que Kenny va vous montrer certaines choses qui sont excitantes, qu'il est toujours possible de faire, même si on n'a pas de lumière pendant 24 heures. Alors, il va vous présenter les serres les plus au nord, les serres commerciales les plus au nord du Canada. Et il vous montrera comment elles opèrent avec 4 heures de soleil à -20 à l'extérieur. Il vous montrera à quel point elles sont uniques. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous. Et pour le premier arrêt dans le territoire du Nord-Ouest, le tout premier arrêt au territoire du Nord-Ouest, c'est très excitant. C'est excellent de vous avoir avec nous. Nous allons commencer. Avant de commencer la tournée, souhaitez-vous saluer certaines écoles? Oui, bien sûr. J'aimerais saluer mes deux écoles locales, la Eastry, école secondaire Eastry et le collège communautaire Aurora. Je suis allé à Eastry en grandissant et j'ai été il y a 2 ans à Aurora. Alors, je salue les écoles à Yellowknife et nous sommes contents d'être avec vous, de vous avoir avec nous. Nous allons laisser la parole et le contrôle à Kenny pour lancer cette tournée et je vais vous interrompre parfois pour poser quelques questions qui nous proviennent de nos étudiants. Alors, nous vous passons les commandes à Kenny et nous allons revenir sous peu. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler, je vais vous présenter aujourd'hui le concept hydroponique et je vais vous montrer l'intérieur de nos serres. C'est un bâtiment qui est isolé, comme par exemple maintenant il fait -20, -25. Alors, commençons avec la section hydroponique. C'est ici que je travaille de façon quotidienne. Les unités hydroponiques sont ici. Elles fonctionnent tout le long d'hiver. Nous commençons environ au mois d'octobre et elles fonctionnent jusqu'au mois de décembre et en fait presque tout l'hiver. Au milieu de novembre, nous obtenons seulement à peu près 1 heure de soleil, alors c'est très très important. Ces unités forment un ensemble qui est assez exceptionnel et elles peuvent faire croître tout juste en dessous de 600 plants. Il y a environ 30 familles qui sont nourries par ces plants et nous pouvons fournir ces plants aux commerces locaux. Il y a quelques obstacles dans le travail dans le nord, comme ici, comme par exemple devoir faire fonctionner le déshumidificateur tout le temps lorsqu'il fait froid à l'extérieur. Donc, il y a un élément pour faire sortir, évacuer l'eau ici. Alors, nous avons déjà dû briser le conduit avec des ciseaux et un marteau parce qu'il avait gelé. Alors, de temps en temps, vous pouvez voir la glace qui se forme en bas de la porte et qui arrive parfois à garder les portes fermées seulement par le gel. Euh, Kenny, excusez-moi de vous interrompre. Nous avons une question rapide qui est liée à ce que vous nous partagez maintenant. Wave se demande comment vous conservez, comment vous assurez la sécurité des pommes peu importe les températures. Comment vous compensez pour le froid et que vous les gardez belles et protégées? Alors, beaucoup de nos plantes sont... euh, elles vont dormir, elles vont dormir ou elles vont mourir, sont des vivaces. Donc, dans la serre, l'unité ici, avec la laitue, ce sont des mezuna, des pop choice. Et les pommiers
Les pommiers ils tombent en hibernation lorsque la température descend à -15 degrés. Donc, en hiver, nous utilisons des couvertures, mais ils tombent en hibernation et ils se réveillent lorsque la température remonte. Ah, merci beaucoup pour cette question. Alors, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Alors, il est très important d'avoir l'appui de la communauté, mais c'est beaucoup de travail, mais avec suffisamment de planification et la communauté, c'est faisable. Donc, les employés qui sont en fait des serres et non seulement hydroponiques. Alors, il faut s'assurer de garder le tout organisé et sur la bonne voie. Est-ce que quelqu'un a des questions sur l'installation hydroponique ou la température dans le nord? Oui, nous avons une question. Micah voudrait savoir combien de plants vous avez à l'intérieur de votre serre. Alors, désolé tout le monde, je crois que Kenny a accidentellement sorti de la diffusion. Alors, nous allons peut-être demander à Janet de se joindre à nous jusqu'à ce que Kenny revienne. Alors, on dirait qu'il a accidentellement appuyé sur la touche pour sortir. Je ne peux pas vous donner tous les mêmes détails que Kenny, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de plantes dans ces serres. Qu'en été, c'est un endroit qui est absolument magnifique et que les gens de la communauté ne l'utilisent pas seulement pour produire de la nourriture, mais pour relaxer et pour s'amuser et profiter de l'expérience. Merci beaucoup, Janet. Et maintenant, Kenny est revenu. Je crois que nous vous avions perdu. Oui, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton quand je voulais changer la caméra. Ici, à l'intérieur, j'allais dire la prochaine question, mais là, nous pouvons faire pousser tout juste en dessous de 2400 plants à l'intérieur. J'essaie de me souvenir d'une estimation rapide. Je crois qu'il y a plus de 100 kilos de plants dans notre serre. Alors, ils sont 5 pieds par 12 pieds, donc on peut en faire pousser beaucoup. Donc, mon jardin personnel, en un an, on pourrait récolter peut-être environ 15 tomates et peut-être une centaine de tomates cerises. Donc, on peut en faire pousser pas mal à l'intérieur d'ici. Oh, c'est génial comment vous pouvez en faire pousser autant. Nous avons une autre question avant de passer à la pause. Et ensuite, nous allons nous diriger vers la serre et le verger. Alors, une question de MR. Qu'est-ce qui se passe si l'énergie coupe? C'est une excellente question. Alors, en cas d'urgence, où nous manquons d'électricité, nous avons un générateur à essence qui est à l'intérieur de la serre. Alors, heureusement, nous n'avons pas eu besoin de l'utiliser. Donc, l'unité peut conserver la chaleur pour jusqu'à 8 heures. Donc, si tout est fermé, pour autant que les portes sont fermées, les températures devraient demeurer les mêmes pour environ 8 heures. Donc, si la panne est plus longue, on utilise les générateurs pour combler les lacunes jusqu'à ce que la puissance revienne. Alors, une fois encore, j'ai pas eu d'expérience avec des expériences comme ça à -20, mais généralement, les pannes ne durent pas plus de 4 heures. Ah, une façon, une perspective sur les différentes choses auxquelles vous avez affaire. Ah oui, nous avons prévu des plans pour nous assurer que rien ne brise. Les plans de redondance sont toujours très importants. Nous allons maintenant passer à la pause pour en apprendre un peu plus sur les territoires du Nord-Ouest et nous reviendrons sous peu pour continuer la visite avec Kenny. Alors, nous nous reverrons bientôt.
Alors, nous sommes de retour avec Kenny qui qui s'est couvert et se dirige vers la serre. Alors, je me suis emmitouflé un petit peu et c'est ici, ce n'est pas isolé. Alors, il est environ -20 ici. Kenny, comment cette aventure de serre a-t-elle commencé? J'en connais un peu sur l'histoire. En fait, nous venions de célébrer notre 25e anniversaire dans les serres cette année, donc c'était très excitant. Nous étions une vieille école résidentielle ou une aréna de hockey qui a été transformée. Et je crois qu'en 1996, ou 98, ça a été l'année officielle où le tout a été lancé. Donc, ça a présenté un effort communautaire assez impressionnant. L'édifice devait être démoli, mais l'un de nos membres locaux, qui était Peter Clarkson, était l'une des personnes qui a proposé de rénover l'édifice et de le transformer en un espace d'agriculture locale. Merci d'avoir partagé ceci. Nous avons une question de Charlene qui aimerait savoir pourquoi vouliez-vous être un agriculteur en serre? C'est un peu intéressant, c'est drôle. Peut-être en 2016, ma première expérience ici s'est déroulée bien avant. Donc, il y a peut-être en 2012 ou 2013. Et c'est un membre de ma famille ou un ami de la famille qui m'a apporté ici et pour essayer quelques légumes frais. Et il y a quelque chose qui a cliqué à l'intérieur de moi et j'étais waouh, c'est bon et c'est frais, c'est sucré. Même si au nord qu'ici, les produits verts, les légumes sont souvent pas très frais et ils sont pleins de produits de préservation. Donc lorsqu'on achète des produits à l'épicerie, c'est un peu amer. Alors, quand on a réalisé ici que, waouh, les plans sont très bonnes, c'était très, très intéressant. Merci d'avoir partagé cette petite partie de vous, Kenny. Alors, commençons la tournée de l'établissement et en apprendre un peu plus. Alors, je vais changer la caméra et nous nous dirigeons vers l'entrée principale ici pour une introduction en règle. Vous pouvez voir comme la porte est gelée, fermée. Alors, on a souvent des touristes ici. C'est un de mes éléments préférés. Donc, voici un tableau avec des punaises. Et avec une carte du monde. Et nous l'utilisons en été. Donc, avec la petite boîte de punaises ici, on peut aller sur la carte et indiquer la location d'où vous venez. Donc, ce qui vous donne une idée du tourisme que nous avons ici. Nous avons ici. Cette année a été très excitante. Comme je l'ai dit, le 25e anniversaire, nous avons construit un espace de café. À l'extérieur, nous avons construit une petite aire pour s'asseoir. Donc, on peut venir ici et puis aller dans la boutique. Puis les jeunes peuvent utiliser les jouets, les aimants là dans le coin. Il y a de la couture pour les familles. Alors, si on se dirige vers la partie principale de la serre ici, qui est là où toute la magie se trouve, il y a juste un peu en dessous de 200 plans ici. Nous avons environ 4 heures de soleil en ce moment et le soleil commence tout juste à se lever maintenant. Alors, notre système de plans est habituellement séparé 50-50. Alors, entre les plants qui produisent des pommes que nous vendons à la communauté et ceux qui sont gérés par les membres de la communauté. Alors, ça représente environ 70 $. Et puis, le temps peut être passé de n'importe quoi entre arroser les petites zones des voisins. Alors, ici, avant, c'était une aréna pour jouer au hockey.
Alors, pendant que nous sommes ici, nous avons une question de Hudson qui se demande quel type de pommes vous plantez. Nous avons ici 3 sortes de pommes. En fait, nous apprenons, nous découvrons de nouvelles sortes de pommes cette année. Je ne l'ai pas écrit ici. Le plus petit que vous pouvez voir ici devrait être des pommes Gala. Je croyais que nous avions des pommiers de pommetiers, mais ils nous ont dit que ça ne pourrait peut-être pas être des pommetiers, des pommes sauvages. Ça pourrait être des Home Delight. C'est l'arbre le plus petit ici et le plus récent que nous avons ici. Nous l'avons peut-être acquis il y a 2 ans. Super, merci pour votre réponse. Merci pour nous avoir dit à quel point cet établissement est important pour la communauté. Ils nous ont montré les activités du café et à quel point la communauté participe. Euh, Alors, il y a des petits éléments mentionnés, comme par exemple, vous pouvez voir ici que nous avons une aire de cultivation au 2e étage. C'est là où nous commençons les plants et c'est très excitant. Il y avait une toute petite pièce pour voir les activités de hockey qui se passaient ici. Donc, nous avons profité de ce plancher, avons ajouté un mur et puis de la chaleur. Donc, il y a 2 séchoirs en haut. Et je dirais que environ en mars, nous avons des températures de -8. Donc, on ne peut pas vraiment faire pousser des plants à -8. C'est pourquoi la section en haut sera fermée et que nous allons commencer avec nos bébés plantes et nous allons en ensemencer environ 1000, vous savez, de la laitue, des tomates, des herbes, de la moutarde, des légumes verts, du basilic. Et l'un des éléments amusants de cette place, c'est comme on y jouait au hockey avant, je ne sais pas si on va avoir un éclairage suffisant, mais il y a des marques de rondelles de hockey sur les murs et j'aime beaucoup le mentionner. C'est très amusant. Un autre élément que j'aime beaucoup de cette place est que nous essayons de tirer autant que possible de la communauté. Donc, il n'y a pas grand-chose en ce moment, mais nous réservons habituellement, c'est les 12 bacs ici pour la plantation de patates. Donc, tout au long de la saison de croissance de patates et à la fin de l'année, nous allons aller et nous allons prendre quelques membres de la communauté, surtout des étudiants du primaire et du secondaire, puis nous allons récolter avec eux toutes ces pommes de terre. Et c'est une expérience très intéressante pour eux. Et donc, euh, quand je leur parle de mon exposition initiale au cerf, c'est ça qui m'a intéressé dans les plantes et qui a fait des liens dans ma tête. Donc, merci beaucoup. Ben voudrait savoir quel est votre plant favori de consommation que vous faites pousser ici. Ce sont les tomates cerises. Ce sont un peu comme des tomates régulières, mais elles poussent rapidement et elles sont plus petites. Donc, comme je l'ai dit, je viens d'obtenir tout juste au-dessus de 100 tomates cerises. Il y a une variété qui s'appelle la Super Sweet 100 qui produit une moyenne de 100 tomates par année. Merci, Kenny. Ah, les tomates cerises sont également mes préférées. Je suis sûr que nous connectons sur ce point. Alors, pour ceux qui regardent aujourd'hui et qui aiment les tomates cerises, s'il y a quelque chose que vous voulez dire sur votre fruit ou votre légume préféré, veuillez répondre dans le chat. Nous voulons voir vos réponses de partout au Canada. Quel est votre plat favori? Qu'est-ce que vous préférez manger? Kenny, j'ai une question rapide pour vous. Faites-vous pousser des fleurs? Et une autre question que j'ai est d'où obtenez-vous l'eau pour arroser toutes ces plantes? Ce sont d'excellentes questions. Alors, nous faisons pousser quand même pas mal de fleurs. J'essaie de penser à une estimation grossière, peut-être 52. Nous en faisons pousser environ 2000 fleurs
parce que nous en fournissons pour la décoration dans la communauté. Nous fournissons les vendeurs, les détaillants locaux. La ville elle-même a environ 50 de ces paniers accrochés, comme vous voyez. Donc, ils seront pleins de fleurs et qui sont accrochés ici. Donc, environ 2000 fleurs. Et pour la distribution d'eau, l'une des choses qui est excellente avec le Nord est que nous sommes reliés au système d'eau de la ville. Et comme je le disais, comme par exemple en mars, le sol est toujours gelé et les aqueducs sont pris par le gel aussi. Donc, pour le premier mois de mars, les pompiers vont venir et ils vont donner leur temps, ils vont apporter le camion pour remplir les barils bleus que vous pouvez voir ici, qui contiennent environ 55 gallons. Donc, c'est avec ces barils que nous pouvons tenir pendant le mois de mars. Merci beaucoup, Kenny, pour répondre à ces questions de partout au Canada. Et nous avons des gens qui demandent, par exemple, le chou, les bleuets, les fraises, les pommes, les melons d'eau, les carottes. La raison que vous... Aimeriez-vous ajouter quelque chose à propos de la serre, quelque chose d'unique, comme par exemple des kiwis que vous faites pousser dans la serre? Nous aimons toujours faire des expériences. Donc, avec l'hydro, nous essayons de faire des violettes. Nous avons également, si je me souviens bien, ça c'est un acacia qui vient tout juste de sortir. Nous expérimentons avec des plants au hasard, comme ces plants de pommes qui sont là et qui sont une expérience en tant que telle. Elles sont les pommiers les plus au nord au Canada, en Amérique du Nord. Alors, nous ne savions pas s'ils allaient pousser ici, comme l'acacia, le même type d'expérience. J'adorerais essayer de faire pousser des melons d'eau ici. Nous l'avons essayé déjà, mais il faut commencer très, très tôt. Donc, je devrais commencer d'ici la fin de ce mois-ci si je voudrais en avoir cette année. Génial. Nous nous approchons de la fin de la tournée, alors prenons une question de plus. Lachlan se demande qui a aidé à tout construire cet endroit et comment. C'est une excellente question. Comme je le disais, notre maire à l'époque, l'un des maires précédents de notre ville, Peter Clarkson, et Ron Morrison, ont été les deux principaux travailleurs ici. Donc, nous avions des entrepreneurs locaux qui ont été engagés à travers la saison, mais ces deux personnes ont été les principaux constructeurs et ceux qui ont produit les plans de l'établissement et qui ont couvert les dépenses et les fournitures ainsi que les rénovations et le fonctionnement. C'est une excellente question et qui nous montre à quel point on a vraiment besoin de différentes personnes pour construire quelque chose de magnifique pour la communauté. N'oublions pas que vous avez joué un rôle important en ce moment et que vous avez différents volontaires qui participent pour s'assurer que ce que vous faites connaît une réussite. Oui, c'est vraiment un effort de communauté. Maintenant que nous approchons à la fin de notre tournée, peut-être pourriez-vous ramener la caméra vers vous. Et avez-vous quelques remarques avant de terminer, vous ou Janet, pour nos étudiants? Alors, je vais ajuster ma caméra. La seule chose que j'aimerais partager, c'est toujours bon d'apprendre des nouveaux éléments. Ne vous inquiétez pas, faites des erreurs. C'est la 6e année que je fais ici. Dans la première année, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs à essayer de faire pousser tous ces plans et apprendre comment tout fonctionne, ainsi que les obstacles qu'il y a à être ici dans une serre. Mais 6 ans plus tard, avec suffisamment d'efforts, maintenant, je suis capable de gérer les unités hydroponiques. Alors, ne vous remettez pas en doute, faites des erreurs et vous apprenez. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Jeannette, de votre côté? Je crois que Kenny nous a enseigné beaucoup de choses sur l'agriculture dans le territoire du Nord-Ouest, tout est basé sur la communauté.
C'est quelque chose qui est difficile dans nos conditions à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Alors, il y a beaucoup d'éléments expérimentaux dans la production de nourriture dans le Nord, mais nous avons un soutien solide de la communauté et la communauté se réunissent ensemble. Nous avons des personnes comme Henri et, par exemple, les pompiers qui viennent aider, qui fournissent de l'eau, et ce n'est pas peut-être aussi direct que d'autres endroits, mais c'est une partie très, très spéciale de ce que Kenny et le travail qui se produit là, dans les territoires du Nord-Ouest, surtout en ce qui concerne la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, l'agriculture, qui sont entrelacés dans la communauté et l'aéroport du Nord-Ouest. C'est génial. Nous avons des commentaires des étudiants qui vous remercient pour avoir partagé cette expérience avec eux. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des opportunités dans d'agriculture partout et qu'il faut essayer d'obtenir des retours pour votre ville et votre communauté, mais tout le monde, partout au Canada, il y a des opportunités partout d'engager avec l'agriculture. Et je veux vous remercier tous les deux pour nous avoir accordé de votre temps aujourd'hui. J'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui à parler avec vous. Et avant de terminer cet épisode, je veux vous remercier d'avoir attendu aujourd'hui. Et le mot mystère aujourd'hui est 97% ou 97% en français. Merci encore à Kenny et Janet de vous être joints à nous aujourd'hui pour la première tournée dans les territoires du Nord-Ouest. Et notre prochain arrêt sera le 26 novembre à 11h30 heure de l'Est à une ferme urbaine durable en Ontario. Alors, nous espérons pouvoir en apprendre plus à ce moment. Alors, merci beaucoup à nouveau et à la prochaine. Merci beaucoup. C'est une excellente opportunité. À la prochaine.